Ikemoto dévoilait la future femme de Boruto. Kashin Koji vit ses derniers instants dans Boruto Double Vortex. Tout comme Jiraiya, après avoir rendu le héros super fort et le diriger vers le chemin pour sauver le monde, Kashin Koji va devoir dire adieu à son cher disciple. Ça fait la peine de le dire mais c'est ce qui va se passer. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 16 de Boruto Double Vortex. Ce chapitre qui contient beaucoup d'informations précieuses sur l'Ireshin de Boruto. Non, Boruto n'a pas voyagé dans le temps pour apprendre l'Ireshin, il l'aurait créé sans le savoir en cherchant de perfectionner le déplacement temporel, et c'est grâce à cela qu'il a réussi à produire une technique similaire à l'Ireshin du grand Minato et Tobirama. Konohamaru rencontre l'assassin de Moegi. Imaginez vous retrouver face à celui qui a tué votre ami d'enfance avec qui vous avez tout partagé, celle pour qui vous développez des sentiments amoureux. Qu'allez-vous ressentir? Comment allez-vous réagir? C'est exactement la même chose qui est arrivée à Konohamaru lorsqu'il a vu Matsuri. Que va-t-il se passer? Est-ce que Konohamaru va réussir à se venger de Matsuri et sauver son ami? Ou va-t-il se faire humilier et dévorer? Et pour ceux qui veulent savoir si j'ai encore des théories réalisées dans ce chapitre, eh bien j'en ai pas, c'est ce que espéraient les jaloux. Restez jusqu'à la fin pour voir, bombardez-moi ce pouce bleu si vous aimez le travail, ça coûte rien donc faites-le pour me soutenir et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté des réalistes. Si vous connaissez Naruto, répondez à cette question: qui a donné le premier baiser à Naruto? Kakashi, Hinata, Sasuke? Et félicitations à ceux qui avaient répondu à la dernière question mais il y en a pas, vous faites pitié les gars. Quelle humiliation. Avant de commencer, je tiens à remercier du plus profond de mon cœur mes abonnés réguliers, vu que vous lisez mes vidéos jusqu'à la fin. Franchement je pensais pas que j'avais une fanbase aussi solide sur YouTube, des gens qui cliquent sur mes vidéos sans même voir le titre et la miniature. Vous m'avez fait savoir que je fais des vidéos de qualité malgré mon retard, mes reviews sont des masterclass, vous savez qu'en le regardant jusqu'à la fin vous allez apprendre à travers mes analyses. Beaucoup plus sur Boruto, sur les choses de la vie, sur les comportements des autres et sur vous-même. Vous m'avez prouvé dans cette société où les soi-disant fans de Boruto dénigraient ces chapitres en faisant des courtes résumés à 2 balles sans fondement pour le watch time qui fait que vous qui est le viewer ne comprend rien du chapitre après avoir vu ces vidéos. Et que dans mes reviews je vous fais découvrir l'univers de l'auteur, vous comprenez tous les petits détails du chapitre qui fait que vous pouvez tenir n'importe quel débat pour impressionner vos potes et vos fans. Et à la fin je suis l'un des rares youtubeurs qui sort des théories bizarres là où les autres ne voient rien et la plupart du temps j'ai raison. Je vous dis un grand merci et vos encouragements me donnent la force de continuer même si je suis toujours en retard. Le chapitre a Eda sur le cover et pour titre les singularités du destin et Eda est digne d'être sur le cover, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et comme texte, l'amour ne voit pas avec l'âme mais avec les yeux, cela veut dire quoi au fait? Je ne veux pas dire n'importe quoi mais je ne sais pas vraiment. Le secret de la naissance de l'Ireshin dévoilé, c'est dans un flashback qu'on va avoir des informations concernant cette technique, juste après la rencontre entre Kashin Koji et Boruto, c'est dans l'objectif de rendre le Boruto d'aujourd'hui aussi puissant que celui du futur que Kashin Koji décide de lui prendre sur son aile pour lui faire devenir plus fort. Le ninjutsu d'espace-temps permet un déplacement immédiat quel que soit le sujet. Tout comme l'aptitude de voler, c'est l'une des aptitudes basiques dont les Otsutsuki sont dotés. En apprenant la base du l'Ireshin à Boruto, Kashin Koji lui fait savoir que tout comme la capacité de voler dans LR, le déplacement dans le temps est une technique basique des Otsutsuki. On a tous vu dans Boruto Double Vortex, Kawaki et Boruto qui volent dans l'air comme bon leur semble, mais peu de gens savent pourquoi. Eh bien c'est parce qu'ils sont devenus des Otsutsuki à 100% et de base un Otsutsuki doit pouvoir voler sinon c'est un fake. Et le déplacement temporel fait partie du b.a.-ba du pouvoir d'Otsutsuki. On était tous charmés par le Kamui de Obito et l'Ireshin de Tonirama et Minato qui nous faisaient tous rêver à l'époque. Sache qu'il faisait partie de 1% des gens qui ont réussi à copier les techniques d'Otsutsuki. Koji dit à Boruto par le passé: tu as manifesté cette aptitude à plusieurs reprises, mais à chaque fois il s'agissait d'accès accidentel non reproductible qui survenait dans un contexte limité, et le mec est choqué de voir que Boruto arrivé à ce niveau-là ne maîtrise pas encore cette technique. Cela vient nous faire comprendre la raison pour laquelle Boruto a déplacé Ishiki dans une autre dimension sans le savoir quand il venait causer la trouble à Konoha, et pourquoi il avait du mal à les ramener à la maison après avoir vaincu Ishiki car il ne savait pas comment faire. C'est de ce genre de déplacement temporel que parlait Kashin Koji et savoir que dans 6 ans max il va pouvoir maîtriser parfaitement le déplacement temporel. C'est ça la technique du vol du dieu de la foudre, en marquant un métal avec ton propre chakra, en détectant tu vas sublimer cela en ninjutsu qui te permettra de te déplacer librement en tout lieu. Pendant que Boruto répète, il le fait rêver en disant c'est t'en souviens de ton grand-père Minato et de sa technique que tu l'as nommé ainsi. Si vous ne comprenez pas, Kashin Koji fait savoir à Boruto que s'il ne l'avait pas rencontré, le Boruto du futur allait créer une technique de déplacement temporel et va lui donner le même nom que la technique de Minato en l'honneur de son grand-père.
C'est tout simplement une hallucination collective. Mais en réalité il s'agit d'une technique différente, tu ne connais pas le vrai Hireshin. Kashin Koji poursuit en disant jour après jour en essayant de contrôler le ninjutsu spatio-temporel à ta façon tu as créé une réplique de l'Hireshin qui produit presque le même résultat. Pour leur ça me met la pression, tu me prends pour un génie. C'est ce que dit Boruto qui n'arrive pas à croire qu'il va inventer cette technique dans le futur. Avoir une maîtrise parfaite de son chakra avant qui te permet de réaliser 4 clones, utilise le Reton, le Futon, et autres avant d'intégrer l'académie de Ninja, être le seul Genin qui a donné du fil à recoudre au grand Kakashi dans l'exercice du clochette grâce à votre faculté d'analyse qui fait qu'il vous a même dit que vous avez le niveau de Chunin avant même d'avoir la grade Genin, créer le Rasengan en seulement 3 jours alors que cette technique pris des années à Minato le bus grand génie de Konoha, et une semaine à Naruto le mec le plus créatif du monde qui peut se métamorphoser en pierre pour tromper son adversaire. À seulement 12 ans tu déjà utilisé les techniques des 5 éléments, alors que dans Naruto c'est l'œuvre d'un Jonin qui a le niveau Kage, tu as affronté 2 Otsutsuki ou 3 si on n'oublie pas les épisodes filés, et tu as tué un avec le Rasengan de ton père, on oublie les performances de Boruto avec le Kama ou dans Twable Vortex car cette vidéo va prendre 1 heure. Et le mec te dit en calme qu'il n'est pas génie, il se met au niveau de Ebisu, tu te fous de notre gueule Boruto, en te voyant, les gens normaux comme moi ont la haine. Peut-être qu'on peut le comprendre car les génies sont souvent super exigeants envers eux-mêmes, voilà ce qui explique pourquoi Messi et Tony Kroos ne se considèrent pas comme un génie. Le mec fait une passe de zinzin dans un match décisif et il te dit calmement tout le mérite vient au attaquant qui a marqué le but. Comme si on n'avait pas de yeux, je crois que je vais commencer par détester les génies moi qui est avec moi. Non. Poursuivons. Kashin Koji lui explique les bases de la technique en disant que le métal est le support le plus approprié pour le marquage de chakra, c'est la réponse que tu as eue après de longs tâtonnements. Boruto répond tu parles de métal, alors ce sable aussi, il le répond s'il le peut, que ce soit le shuriken, kunai, ornement etc. Tout ce qui est métal peut faire l'affaire, s'il est à portée de vue le transfert serait simple. Boruto qui n'est pas un con comme son père a déjà pigé le truc en disant je vois autrement ça va être compliqué si l'objet se trouve loin. Kashin Koji prend un exemple avec lui pour lui faire comprendre mieux la situation en disant imagine tu as 2 shurikens marqués par ton chakra placés à 2 endroits différents, un au nord et l'autre à sud. Quand tu vas détecter le chakra de l'un des vecteurs et tu ne sauras pas vers quel shuriken que tu vas aller, Boruto lui confirme cela en disant oui cela va être une vraie galère. S'il n'y avait qu'un seul vecteur il n'y aura pas de problème tu n'as qu'à le détecter et te déplacer sans problème, mais cela ne va pas t'aider à profiter l'étendue de cette technique. Boruto serait vulnérable on va facilement détecter l'endroit où il va se téléporter, rappelons si Minato avait cet handicap il n'allait jamais arriver à impressionner le 4e Raikage dans leur affrontement. Comment le Boruto du futur va faire pour exploiter le potentiel de cette technique? C'est là que tu as réfléchi, tu as eu l'idée d'utiliser des symboles. Kashin Koji est génie du Boruto du futur qui a utilisé des vecteurs métalliques de formes différentes, en se concentrant sur un symbole précis il a permis le déplacement dans le lieu souhaité même s'il est très loin. Voilà pourquoi on a vu le Boruto de Twable Vortex à plusieurs objets en métal sur lui, symbole de Konoha, symbole du clan Uzumaki, étoile etc. Boruto a plusieurs objets de forme métallique pour se déplacer rapidement. Le symbole est rectangle. On comprend mieux les paroles du crapaud de Kashin Koji, quand Boruto allait sauver Imaraui et Sarada. Il avait un symbole rectangle entre ses mains et le dit à Boruto pour qu'il se concentre sur cet objet pour effectuer le transfert vers l'endroit précis. Boruto peut donner à chacun de ses proches un symbole différent, pour se déplacer vers celui quand il a un problème. Fait savoir qu'il comprend l'explication de Kashin Koji. Et il lui dit c'est exactement ça, mais pour le faire vous devez avoir une concentration accrue. Boruto comprend que plus la distance est longue plus c'est compliqué et dit je vais devoir sacrément m'entraîner. Kashin Koji encore pessimiste lui dit écoute, le toi d'aujourd'hui a eu quelques théories et connaissances, que le toi du futur mettra des années à structurer. Pendant qu'il explique à Boruto pour acquérir cette technique d'Irésine et d'un coup, Boruto se téléporte derrière lui. Le mec n'a besoin que de quelques explications pour mettre ça en pratique, Boruto est juste trop incroyable, ce mec est un super génie. Pendant qu'un Kashin Koji choqué le regarde il dit t'inquiète, je vais me donner à fond j'ai une montagne de choses à accomplir. Les singularités du destin, Boruto propose à Kashin Koji d'annoncer ses prédictions aux villageois. Je ne comprends pas, si tu arrives à voir le bon et mauvais destin, si tu préviens ceux du village leur insiste à collaborer, les choses vont certainement avancer dans la bonne direction. Kashin Koji le coupe instantanément, ça ne va pas Boruto. Plus il y a de personnes au courant du futur, plus le futur peut grandement changer.
Kashin Koji lui explique à quel point ses prévisions vont être de plus en plus compliquées, et cela ne va que lui faire perdre son temps. Déjà pour faire cela il va d'abord essayer de convaincre les villageois, ce qui est 100% impossible. Dire cela aux gens c'est se tirer une balle dans les pieds. Imagine que les villageois pleins d'ego, de ressentiment sachent cela, que vont-ils faire? Un groupe de personnes vont décider de tuer Boruto pour éviter ce pire futur, si seulement ils arrivaient à leur convaincre que Boruto n'a pas tué Naruto, ce qui va diviser beaucoup plus les gens, ce qui va créer ce que Boruto redoute le plus, la guerre civile à Konoha. Ce groupe, la vs un autre groupe, va tenter de tuer Kawaki. Et un autre qui va tenter de les buter tous les deux. Les Shinjus, voyant que leur intérêt menacé, vont pointer le bout de leur nez, sans oublier Amado qui va tout faire pour capturer Kashin Koji dans le but de ses recherches, et boum, on va assister plutôt à la fin du monde. C'est ce genre de truc que Kashin Koji expliquait Boruto dans un autre sens. Écoute, bien ou mal, connaître l'avenir revient à détruire le futur, plus un individu connaît de nombreux futurs, plus il s'écarte du rail du destin. Kashin Koji explique à Boruto le danger qu'il y a dans la voie qu'il emprunte. Boruto lui trouvait cool de connaître ce qui va se passer, mais ignore grandement le désavantage qu'il y a quand on fait face à tant de vérité. Il devient une présence hérétique qui rend le futur instable, il devient une singularité. Kashin Koji lui dit bref, tout cela c'est pour vous faire comprendre que vaut mieux que la majorité des gens ignorent la vérité. Et lui explique que leur mission en tant singularité du destin consiste à rester dans l'ombre et à pousser le futur vers la bonne direction. Boruto, qui ne comprend pas pourquoi il utilise l'expression nous, Koji lui dit mais oui, toi et moi nous sommes des singularités du destin. Et répond à Eda qui les observait dans le passé grâce à son sang Rinnegan, il le dit toi aussi Eda, tu en es une, tu verras tôt ou tard nos informations, et il a vu qu'elle allait regarder leur conversation. Maintenant Eda va devoir faire gaffe car elle vient de savoir que n'importe quelle action de sa part peut changer le destin, tout comme son omnipotence. Boruto était naïf sur ce point, en pensant que c'était mieux de faire savoir le pire futur au monde, mais oublie que plus on a de connaissances sur le monde, plus on a de grandes responsabilités. Sumire se déchaîne sur Sarada. Tu es pourtant au courant que je suis amoureuse de Boruto, malgré cela tu as sauté dans ses bras en premier. Sumire est vraiment en mode pas content en voyant sa position à Konoha, et se déchaîner sur un Sarada qui n'a rien demandé. Après ce chapitre, je vois un tas de fans de Borusarada qui sont en colère contre Sumire pour son coup de gueule parce qu'il espère voir Boruto et Sarada créer Saruto, alors que les auteurs ont dit qu'il n'y aura pas de suite. Le pire, même les gens que tu penses être un peu raisonnables et dignes de confiance font la même erreur, ils oublient ce qui différencie un analyste et fan fou. Alors comment cela est arrivé ? Pourquoi moi au contraire je pense que Sumire a raison. Tout commence après que les filles demandent à Eda de visiter le passé de Boruto, exactement dans l'entraînement de celui-ci, pour essayer de comprendre ce qu'il passe vraiment et ce que Boruto essaie de leur cacher. Après avoir vu la vérité et reçu le message de Kashin Koji, et Eda reste muet, Sarada lui demande que se passe-t-il ? Tu as appris quelque chose? Eda reste muet pendant un moment car elle sait les conséquences que cela peut produire et leur dit mesdames, si Boruto ne vous dit rien c'est parce qu'il y a bien une raison, je pense qu'il s'efforce de faire cela pour éviter un danger supplémentaire. On nous montre deux cases, une où on voit Sumire réfléchit et l'autre où on voit Sarada fait le têtu en disant peut-être c'est le cas, mais Boruto a tendance à assumer le fardeau tout seul, et propose qu'elle doit aller aider Boruto tout en mentionnant le tort des gens de Konoha à l'égard de Boruto et le fait qu'il refuse d'abandonner l'idée d'exécuter Boruto. On voit bien qu'à force de trop s'inquiéter pour Boruto, elle oublie le pouvoir de l'omnipotence. On sait tous que Boruto est un bâtard, Sarada le sait très bien, il essaie toujours de porter le fardeau tout seul. Non seulement Sarada voit que Boruto ne veut rien leur dire et elle a la confirmation via Eda qu'il y a bien une raison qui empêche à Boruto de leur dire quoi que ce soit, au lieu d'essayer de comprendre elle persiste. Et demande à Eda de leur donner l'endroit où se trouve Boruto. En faisant cela elle allait mettre Eda en mauvaise posture. Certes, l'accord entre Eda et Boruto où Eda l'avait dit qu'il ne va pas l'espionner tant qu'il n'est pas revenu à Konoha est levé vu que Boruto est revenu à Konoha et elle a donné à Kawaki son positionnement. Mais le problème maintenant c'est que Eda sait maintenant qu'elle est une singularité du destin. La moindre action de sa part peut avoir des lourdes conséquences. Heureusement pour elle, Sumire interrompt Sarada en lui disant que je pense que Boruto n'a pas envie qu'on le sache, pendant qu'elle ne comprend pas la réaction de Sumire. Mais elle lui fait savoir qu'en tant alliée de Boruto, elles n'ont pas des informations le concernant et la rappelle à Sarada que c'est parce qu'elle ne connaît rien qui fait qu'elle reste à Konoha. Sarada l'appelait déléguée et Eda reste silencieuse car elle sait que Sumire a raison. Sarada, qui fait semblant de connaître Boruto, ne le connaît pas vraiment. Pour elle, Boruto reste ce gamin stupide qui prend tout sur son dos alors que Boruto a énormément changé. S'il fait une chose c'est bien une raison. Sumire poursuit en disant à Sarada qu'il vaut mieux pour elle de ne pas poursuivre Boruto. Sarada réplique en disant tu ne l'as pas vu, Boruto aurait très bien pu mourir. Affronter ces types c'est complètement insensé, tout en l'appelant encore délégué. Mais Sumire lui fait savoir que si cela est arrivé c'est parce qu'elle était près de Boruto. Cela vient contredire direct les propos de Sarada car Boruto n'a jamais été aussi en danger quand elles sont présentes à ses côtés, raison de plus pour l'éviter. Sarada, toujours dans l'émotion, continue à répliquer mais Sumire n'en peut plus et pète un plomb. Tu as beau lui faire voir la vérité mais elle continue à répliquer. L'amour de Sarada envers Boruto l'empêchait de voir la vérité.
Elle a du mal à digérer le fait que Boruto ne soit pas à son côté, n'oubliez pas qu'elle a subi des grands traumatismes à cause de Boruto, jusqu'à la forcer à éveiller son Manjukyu Sharingan pour vous dire à quel point le choc qu'elle a eu après l'omnipotence était douloureux pour elle. Sarada ne veut plus ressentir la douleur que l'absence de Boruto peut provoquer chez elle, donc peu importe ce que tu lui dis, ce qu'elle veut c'est d'être avec Boruto. Tu pourrais au moins essayer de réfléchir un peu à ce que ressent Boruto, non? La Sumire met le fait que Sarada n'essaie pas de comprendre ce que peut ressentir les autres, pendant que Sarada ne comprend pas. Sumire poursuit en disant: crois-tu qu'il fasse ça pas pur plaisir? Il y a des choses quand on ne peut pas dire même si on a envie. Cette souffrance l'as-tu déjà pris en considération? Non. La Sumire nous montre qu'elle comprend à 100% ce que peut ressentir Boruto. Boruto souffre énormément via le fait qu'il ne peut pas dire la vérité à ses amis. Même si elle est gênée, elle prend son souffle, lui dit Sarada: il ne s'agit pas que de Boruto, c'est pareil pour mes sentiments, et elle explique du fait qu'elle n'aurait pas dû sauter dans le bras de Boruto la première vue qu'elle sache que Sumire aime Boruto. Pendant que Sarada est en train de se rendre compte de ce qu'elle a fait. Véronique fait un infarctus. Et Sumire continue en disant: je comprends tes sentiments Sarada, je me dis que c'est normal de réagir dans ce contexte, mais et toi Sarada, à ce moment-là, quand tu étais devant moi, as-tu réfléchi un instant à ce que je pouvais ressentir? Sarada commence à se calmer car elle a compris qu'elle a blessé son ami fidèle. Certes qu'elle n'avait pas l'intention de lui faire du mal, après avoir subi un choc mental aussi fort que la perte d'un être cher à cause de Boruto, elle passait plus de 2 ans sans avoir des nouvelles de Boruto, 3 ans passés à s'inquiéter, à douter et à vivre dans le stress et essayer de convaincre Shikamaru qu'il est innocent, 3 ans à vivre au milieu des gens qui disent que du mal de Boruto. Puis un beau jour, en racontant sa peine, elle voit Boruto sain et sauf présent derrière lui. Sa réaction, rien de plus normal, c'est comme un moment de soulagement qu'on vient offrir à une fille qui a tant souffert, c'est comme ajouter de l'eau sur un fer qui était en train de fondre sur l'effet de la chaleur. Et c'est pour ça que Sumire, malgré le cœur brisé, a compris sa réaction même si ça le fait mal, mais elle a compris que cette action a fait du mal à Sumire. À ce moment-là, elle ne pensait pas la déranger car vu dans la famille où Sarada a été élevée, c'est logique qu'elle ne cherche pas à comprendre ce que ressentent les autres. Un père qui passe sa vie hors de la maison, qui a failli la tuer la première fois qu'il l'a vue, et une mère qui veut à tout prix cacher la vérité à propos de son père sans se rendre compte de la solitude qu'elle ressentait. Elle réagit comme eux à l'avenir, voilà pourquoi elle a foutu la honte à Sasuke alors qu'il essayait d'être un bon père. Seul Chocho qui avait essayé de la faire comprendre ce que ressentaient les autres, mais elle était trop têtue pour comprendre, et dans ce chapitre pour la première fois elle se rend compte que ses actions. Espérons que le personnage va évoluer et essayer de comprendre ce que ressentent les autres dans les prochains chapitres. Cela pourrait être une faculté qui va peut-être l'aider à sauver Sasuke à l'avenir. Comme d'habitude, Eda perd la tête quand on parle d'histoire d'amour, elle se rend compte à quel point l'ambiance monte où elle ne peut pas bouger. Mais au contraire, elle aime quand on parle d'amour et les demande de continuer car elle est sur le point d'atteindre l'extase. Mais malheureusement pour elle, Sumire vient de se rendre compte qu'en disant ce qu'elle ressent, elle a peut-être fait aussi du mal à son ami et la demande pardon. Mais que est-ce que vous voulez de plus pour avoir la preuve d'une amitié véritable entre Sarada et Sumire? Dire sans hypocrisie, en toute modération, les torts que son ami lui a fait sans concertation, tout en essayant de le comprendre et de s'excuser quand elle voit que la vérité a provoqué de tensions. Sumire dépasse vraiment de loin ces gamins de 30 ans qui osent la critiquer, alors en matière de maturité il n'arrive pas à son cheville. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Elle a même mentionné que ce n'est pas le bon moment d'en discuter de ce sujet et part en courant. Sarada essaie de la retenir mais commet une autre erreur inconsciemment, en l'appelant délégué. Jusqu'à quand vais-je être délégué moi? C'est ce que répond Sumire, frustrée de ne pas être considérée telle qu'elle est par son ami et de celui qu'elle aime, car Boruto aussi lui appelait délégué, et elle veut que cela change. Et on voit un Sarada qui devient triste tout d'un coup et Eda choquée car non seulement elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, ensuite on voit que ça lui fait de la peine pour transition. Tout d'un coup elle se fait contacter par Shikamaru qui lui demande gentiment est-ce qu'il peut la déranger. Et c'est au même moment qu'une réunion entre le daimyo, le seigneur du pays du feu et les vieux Snog de Konoha a eu lieu. On dirait que ce sont les vieux qui l'ont contacté pour le faire savoir que Boruto s'est échappé. Il est tellement fâché à leur égard tout en sous-estime Boruto. Il ne s'agit que d'un ou deux ninjas déserteurs. Pourquoi vous ne parvenez pas à vous débarrasser d'eux? S'ils savaient vraiment qui essaie de minimiser, les vieux auraient dû lui dire que s'ils ont eu Boruto c'est parce qu'il se fait blesser en sauvant le village d'un grand menace et qu'ils ne sont que des mauviettes à côté de lui. Pendant que les vieux s'excusent, il leur donnait l'ordre d'exécuter Boruto, et s'il ne parvenait pas, le responsable incapable devrait assumer les conséquences. Les vieux répondent tout en tremblant soyez assurés, nous réglerons cette affaire selon vos désirs, ils sont dans un sacré pétrin là. Je préfère éviter de te parler en direct, j'ai du mal quand je te regarde. Shikamaru sur l'effet du pouvoir d'Eda avoue sa faiblesse, il voulait parler avec elle séparément pour que rien n'influence ses actes. Le pouvoir de séduction d'Eda réduit considérablement sa capacité de raisonnement. Et Eda lui dit qu'elle ne veut pas que l'équipe de détection découvre leur discussion, tout en se foutant de sa gueule.
Shikamaru voulait parler via télépathie mais Eda veut lui parler direct car elle ne veut pas que les autres découvrent la vérité qu'elle va lui balancer pour ne pas déranger Boruto et en plus vu qu'elle sait qu'elle est une singularité du destin et elle fait en sorte pour que ces informations restent secrètes tout comme Kashin Koji. Shikamaru la demande de lui dire que se passe-t-il à Suna, et essaie de le faire comprendre à quel point il est crucial pour eux de vaincre Ryu pour éviter Gaara du danger. C'est pour cela qu'il décide d'envoyer une équipe à Suna, il s'en fait vraiment pour son beau-frère. Il veut gérer cela avant que sa femme soit au courant car sinon elle va perdre le contrôle. Eda lui fait comprendre que les images qu'elle a eues ce sont des images qui sont passées dans le passé, qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe dans le présent. Shikamaru qui ne comprend pas, le pouvoir de Eda qui pouvait tout voir à n'importe quel moment a-t-il des failles aujourd'hui? Elle explique que parmi eux il y a une qui est embêtante, quand je regarde avec mon Sharingan, il vient me regarder dans les yeux. Shikamaru choc demande, est-ce qu'une telle chose peut se produire? Et on veut savoir plus sur cette technique. J'en sais rien, ça me dégoûte, si j'avais continué à regarder j'ignore ce qui me serait arrivé. Eda a peur de quelqu'un. Kishimoto a trouvé un personnage qui défie toutes les lois pour effrayer Eda sans que Damon puisse la défendre. Malheureusement tu as vu juste un nouveau Shinju Ego est né, son nom est Ryu et c'est celle d'un jeune de Suna. Shikamaru qui a déjà capté que c'est Shinki dit fait chier, Eda lui fait savoir que c'est Gaara sa cible et qu'il est scellé par un sceau de Shinki. Eda demande des excuses à Shikamaru parce qu'elle ne peut pas voir ce qui se passe en temps réel car Mamushi va le déranger. Pour la rassurer Shikamaru la fait savoir que ce n'est pas grave, elle peut continuer à surveiller ce qui se passe dans le passé même. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font maintenant mais ils peuvent prévoir ce qu'ils vont faire. Les Shinju sont des monstres. Ils ont trouvé une façon pour contourner le pouvoir de Eda pour assurer leur protection. À propos de Boruto, c'est toi qui as organisé tout ça n'est-ce pas? Eda montre à Shikamaru qu'elle sait qu'il a utilisé Mitsuki pour aider Boruto à s'échapper. Shikamaru le fait savoir qu'il ne comprend pas ce dont elle parle. Eda lui fait savoir qu'elle ne va pas le balancer aux gens de Konoha car si sa position est menacée elle ne serait plus en sécurité. Et avant de poursuivre elle pense à Boruto quand il était en interrogatoire en train de se foutre de la gueule des vieux de Konoha. Et elle dit parce que je ne veux pas que Boruto ait des problèmes. J'ai dit dans une de mes vidéos que malgré toutes les précautions qu'il a pris Shikamaru ne pourra pas échapper aux caméras de Eda qui voit tout, il a bien joué son coup mais le pouvoir de Eda est puissant. Shikamaru qui comprend tout et lui dit comment, elle fait comme si rien n'était et dit je parlais toute seule. Pour sauver sa peau, elle tourne le sujet en annonçant à Shikamaru l'alliance entre Boruto et Kawaki. Et lui dit si tu veux vraiment vaincre les Shinju vous ne devez pas leur barrer la route. Shikamaru qui n'est pas choqué car il savait de toute façon Boruto allait forcer Kawaki à s'allier avec lui vu leur discussion qu'ils ont eue à ce sujet où Boruto refusait de tuer Kawaki. Ada je sais que Boruto a un mystérieux complice, l'as-tu vu? Eda reste attentif pour voir s'il a vu juste, et Shikamaru continue en disant il est venu me parler sur le forme d'un crapaud, et c'est des crapauds me dit quelque chose, Kashin Koji n'est-ce pas lui? La Shikamaru prouve qu'il est plus intelligent que Amado peut-être plus malin plus manipulateur mais il ne vaut pas ce génie en termes d'intelligence. Shikamaru a découvert l'identité de Kashin Koji juste en voyant un crapaud et en faisant la liaison avec ce même crapaud qu'il a vu quand Kashin Koji affrontait Jigen, il a trouvé la vérité. Qu'il a fallu qu'il retourne voir l'image où Kawaki a explosé le crapaud du complice de Boruto pour comprendre que c'est peut-être lui. Vous allez peut-être dire Kawaki, mais tout comme Amado Kawaki connaît Kashin Koji comme sa plume il a grandi avec lui. Comme ça il peut comprendre si quelque chose vient de lui alors que Shikamaru ne le connaissait ni d'Adam ni d'Eve mais découvre son identité juste en voyant son crapaud. Monsieur, prosternez-vous devant cette légende qui est Shikamaru. Tu es perspicace Shikamaru tu as vu juste. C'est ce que vient de dire le crapaud de Kashin Koji qui vient de sortir des cheveux de Eda. Avez-vous déjà en train de critiquer une personne et que boum il apparaît derrière toi? Eh bien c'est le même choc que vient de faire Shikamaru. Kashin Koji lui passe un message en disant je vais te transmettre que l'essentiel tu n'oseras aucune question. Shikamaru ne comprend pas parce qu'il ne sait même pas quand ce crapaud est rentré dans les cheveux de Eda sans que Damon ne le découvre. Lui, a plein de questions à lui poser. Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiha et Mitsuki Orochimaru, envoie ces trois-là au pays du vent. Shikamaru choqué par cette recommandation mais ne peut pas poser de questions, et il poursuit en le faisant savoir que Ryu Matsuri devrait ou peut-être les deux, qu'il faut à tout prix vaincre ces Shinju en collaborant avec les ninjas de Suna. Shikamaru n'en peut plus de ces révélations et a craqué en lui demandant « Attends, explique-moi, donne-moi une raison convaincante ?» Le crapaud lui ramène à la réalité en disant pas de questions j'ai dit, s'ils ne sont pas convaincus à toi de trouver une raison plausible. Pendant que Shikamaru pose une autre question il poursuit en disant Himawari ne doit pas sortir du village, elle est la cible de Jura, si par malheur elle sort et le Quaz elle mourra. La Shikamaru commence à pomper tous les hauts de son corps car la pression est trop forte. En plus il ne peut rien dire. Koji explique que Jura a une grande estime de la valeur culturelle de Konoha, et qu'il ne souhaite pas se battre ici, à moins qu'il n'a pas le choix. Là il vient de nous faire comprendre à quel point Jura est soif de connaissances, cela me rappelle le chef fourmi dans Hunter x Hunter.
Le mec est tellement soif de connaissances qu'il parvient à respecter ce qui contient des connaissances précieuses pour en apprendre d'eux. Le roi des fourmis voulait tant apprendre de la petite fille et Jura lui veut tant apprendre des livres. Si Jura se montre dans une librairie, il faut le traiter comme un client ordinaire. Kashin Koji donne l'ordre à Shikamaru pour que ses hommes foutent la paix au grand Jura. Shikamaru lui dit: tu es sérieux? Kashin Koji lui dit: oui, je ne plaisante pas. Shikamaru, t'as bien eu, tu avais dit pourtant tu ne répondrais à aucune question, et là il te commence à te faire répondre à des questions basiques pour arriver lentement au vif du sujet. Sacré Shikamaru, il est vraiment un vrai manipulateur. Kashin Koji le fait savoir que l'essentiel c'est de ne pas effrayer Jura, car s'il décide de se battre à Konoha, ses hommes n'auraient aucune chance de le vaincre. Et qu'il faut éliminer ses alliés avec un minimum d'effectifs, si en cas où il voit Jura apparaître il faut fuir. On va tous mourir! C'est pour nous montrer à quel point cet homme est monstrueux. C'est comme si les alliés de Jura représentent les membres de l'Akatsuki, les Deda, Idan, Kakuzu ou autres, et Jura représente Madara réincarné face à eux. Pour vous montrer à quel point la différence de puissance entre Jura et ses alliés est énorme. Pour éviter le piège de manipulation de Shikamaru, Kashin Koji file et laisse Shikamaru et Eda sur le choc. Je te suis profondément reconnaissant d'avoir orchestré l'évasion de Boruto. Avant de s'en aller, Kashin Koji vient de faire tomber l'eau le projet de Shikamaru qui ne voulait pas dévoiler à Eda que c'était lui qui l'avait fait avec ce remerciement. Il mentionne le fait que Shikamaru a tourné le dos à son village, sans avoir aucune garantie qu'il a agi en suivant son cœur, il a fait ce qu'il croit juste. C'est cette faculté qui a permis à Shikamaru de contourner l'omnipotence de Eda. Dans ce chapitre, Ikemoto montre les faibles de l'omnipotence, avec Mamushi qui empêche à Eda de suivre ce que les Shinju font dans le présent, Kashin Koji qui savait qu'elle allait l'espionner et le laisse un message en plus. Il parle longuement sur comment Shikamaru avait pour contourner l'omnipotence. Voilà pourquoi Eda est sur le cover. Ce chapitre concerne directement ses pouvoirs. Je ne t'oblige en rien, pour avancer vers un bon futur, suis ton propre cœur. Dans ce message, Kashin Koji joue aussi une carte de manipulation sur Shikamaru en lui faisant savoir qu'il ne le force pas à faire ce qu'il a dit. Ensuite il laisse aussi un message à Eda: vous ne le savez pas? Après avoir laissé un message pour lui faire savoir qu'elle est une singularité du destin, qu'elle doit faire attention à ses actes, mais il sait qu'elle est perdue. Pour la guider à faire le bon choix pour un meilleur futur, il passe par ce que Shikamaru a fait pour contourner l'omnipotence, pour la dire qu'il faut suivre son propre cœur quand elle va faire un choix à l'avenir. Pour faire simple, Shikamaru ne connaît rien du pire futur possible et sur la mission des singularités du destin, qui ont pour devoir de mener le monde vers le bon futur. C'est pourquoi ce message de Kashin Koji est adressé que par une personne qui est une singularité, ce qui est Eda. Kashin Koji est trop chaud, il s'enfile pour éviter toute question. Shikamaru qui ressent tout type d'émotions à la fois prit un peu de cigarette pour disperser toutes ses émotions, tout comme son sensei Azuma, car le mec était à ça de faire un arrêt cardiaque. Le mec a eu trop de chocs en même temps. Je ne peux pas tous les citer sinon la vidéo va être trop long. Et le message de Kashin Koji est arrivé à Eda qui est perdu dans ses pensées et qui dit: suivre son cœur. Quand je vous dis qu'on est boss quand on fait les reviers ou vous ne me croyez pas, transition. Ce case vient nous confirmer que Sumire est une empathe. Elle est maître dans l'art de comprendre les émotions des autres, elle a pu reconnaître les sentiments et le point de vue de Kawaki, même quand il a tué Boruto, la personne qu'elle aime le plus au monde, elle a compris les raisons qui poussaient Kawaki à agir ainsi. C'est aussi pourquoi Amado l'a choisie comme assistante alors qu'elle n'est qu'une gamine, elle arrive à comprendre ce que ressent Amado à travers ce qu'il lui dit. C'est ce qu'on a vu quand on l'a vu pour la première fois avec Amado dans Trouble Vortex. Et c'est elle qui l'a forcé à Shikamaru qu'il pense que sa mémoire est modifiée, tout cela parce qu'elle essaie de comprendre ce qu'il allait ressentir si Boruto est mort. En plus on voit que Malda elle fait la morale de Sarada. Elle montre qu'elle comprend ce que Sarada ressente. Mais quelle femme ça? Elle surpasse de loin Hinata et les autres dans ce domaine-là. Quand vous voyez une femme comme ça en tant que bon gentleman qui veut une personne qui le comprend, en lisant le chapitre vous allez tout de suite dire que c'est la femme qu'il te faut. Et comme derrière chaque grand homme se trouve une femme forte, raison de plus pour imaginer qui sera la future femme de Boruto. Pourquoi Ikemoto prouve que Sumire va être la future femme de Boruto? À signaler dans cette partie, je vais présenter que des faits et tenter d'être le plus réaliste possible. Pourquoi je pense cela? Parce que Ikemoto le prouve. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune princesse timide, réservée. Malgré son jeune âge, elle se voit confier l'avenir de son clan par son père. Tôt ou tard elle finit par péter le plomb car le fardeau est trop lourd à porter. Et c'est dans le moment le plus sombre de sa vie où elle ne voit aucun espoir qu'elle trouve son prince charmant, qui est venu comme un étincelle de lumière qui vient allumer sa flamme. Le mec est un idiot têtu qui n'abandonne jamais, mais qui comprend sa douleur et prit la décision de changer complètement sa vie et le destin de son clan pour que personne à l'avenir n'ait à subir un tel traitement. C'est ainsi qu'elle a commencé à devenir admiratif envers ce héros jusqu'à devenir complètement folle amoureuse de lui. Là vous pensez que je parle de l'histoire de Naruto et Hinata, sache que moi je vous racontais l'histoire de Boruto et Sumire, et ce n'est pas un hasard s'ils se ressemblent tant, même si c'est pas à 100% l'auteur nous refait le même coup,
Et dans mes vidéos où j'avais prédit ce qui va se passer dans Boruto Double Vortex, je vous avais dit tout comme l'arc peint l'amoureuse de Boruto va avouer ses sentiments ou être blessée mortellement. Et comme j'avais dit que c'est tout qui signifie deux vortex. Himawari et Boruto ont les mêmes situations que Naruto. Dans l'arc Shinju, c'est l'amoureux de Himawari qui s'est sacrifié et l'a fait perdre connaissance pour manifester la puissance du démon qui est en lui. Et l'amoureux de Boruto dévoile au monde son amour pour lui. Certes, elle ne le fait pas comme Hinata l'a fait pour Naruto, mais n'oubliez pas qu'elle l'a fait devant tout le monde pendant que Sarada fait le contraire. Voilà pourquoi je dis sur papier en prenant les faits et que si Ikemoto copie Kishimoto sur ce point, la Sumire sera la future femme de Boruto. Mais s'il décide d'un autre aspect comme deux personnages qui se détestent au début qui deviennent amoureux de l'autre à l'avenir, cela pourrait être Sarada. Mais ce type de relation ressemble typiquement aux relations de Naruto et Sasuke, même ainsi cela prouve que Boruto sera l'Hokage de l'ombre de Sarada tout comme Sasuke pas son mari. J'espère que vous allez comprendre ce que je propose et transition. L'équipe 7 arrive à Suna pour casser la gueule des Shinju, on les voit dans un flow de zinzin déterminé qui arrive dans le pays de Gaara. Mitsuki remarque que Sarada a changé et lui demande si elle va bien mais fait le dur en disant tout va bien. Je vous avais dit ce que Sumire lui a dit va peut-être l'aider à évoluer en tant que personnage et là elle pense à Sumire et Boruto. Konohamaru lui demande de se ressaisir sinon le shinobi de Suna va se foutre de sa gueule. Et là il entend de haut maître Konohamaru, bienvenue à Suna, nous sommes reconnaissants de votre soutien. Ils se font accueillir par les compagnons de Shinki. Et j'ai vu une polémique sur le net sur le style de Yodo dans Double Vortex. Et c'est mon devoir d'éclairer mes fidèles fans qui cherchent une réponse claire. Non, Yodo ne porte pas de string, c'est juste un pantalon à bretelles qui est populaire au Japon, donc je dis aux rageux avant de venir avec vos idées pervers faire des recherches. Vu que mes fans sont rassurés, on continue. Pendant ils observent un groupe de rochers car c'est ici qu'ils ont indiqué qu'il y a une activité suspecte. Mitsuki demande à Konohamaru où Shikamaru détient ces informations, il le fait savoir qu'il n'en sait rien et commence à être sceptique envers Shikamaru qui paraît bizarre. Yodo vient interrompre Sarada qui semble encore perdue dans ses pensées, regarde sa réaction quand Yodo l'appelle. Elle semble bouleversée la pauvre, et Yodo vient appuyer là où ça fait mal en parlant du fait qu'elle a changé de style. Elle lui demande quel est son style de mec. Sarada paniquée commence à bégayer non, c'est pas ça, pendant qu'on sait tous qu'elle l'a fait pour se souvenir de Boruto. Yodo voit que cela le perturbe et lui dit de laisser tomber. Tout d'un coup dans sa longue vue il voit Matsuri l'assassin de son ami Moegi et Ryu. Kashin Koji avait vu juste les deux son arrivée à Suna pour chercher Gaara mais il tombe sur un gamma de Kashin Koji mort, pendant que Konohamaru se plaigne du fait que le pire situation est arrivée. Les Shinju disent que ce crapaud va leur mener jusqu'à Boruto. Comment vont-ils faire pour trouver Kashin Koji ou Boruto grâce à cela? Et le chapitre se termine sur cette phrase, les shinobi de Konoha s'apprêtent à affronter deux Shinju humains dont la puissance reste inconnue. Dans une de mes vidéos j'avais fait savoir que Suna va être le prochain village attaqué. Est-ce que je peux considérer cela comme une théorie ou c'était trop prévisible? Non. À vous d'en juger, ce qui est sûr c'est que c'est réalisé, et j'ai même dit que Sarada va se faire envoyer à Suna, on dit quoi là? Ou même Boruto va se démerder pour protéger deux villages à la fois, peut-être que Konoha va se faire rendre visite par le Grand Jura? On attend les prochains chapitres pour voir comment le combat entre Shinju Ego et Shinobi va se terminer. Certes ces ninjas n'ont pas le niveau de ces Shinjus actuels, mais si Kashin Koji donnait à Shikamaru pour ordre d'envoyer cette équipe à Suna, c'est qu'il a vu à l'avenir qu'ils vont s'en tirer. Il y aura peut-être une technique qui va leur permettre de tuer une d'entre eux pour sauver Gaara. En plus je déteste les flashbacks, j'ai bien vu à chaque fois que Kishimoto voulait buter un personnage important il nous donne un flashback, Azuma, Jiraiya ou autre. Et je vois Ikemoto a envie de faire la même chose, c'était la même chose pour l'ami de Konohamaru dans Boruto Next Generation. Dans Double Vortex le premier flashback qu'on a eu c'est celle où Sasuke va se faire dévorer. Le second quand Boruto a failli perdre la vie contre Jura que Kashin Koji avait dit qu'il allait le buter. Et on a un flashback sur Kashin Koji et Boruto qui arrivent dans l'attaque des Shinju à Suna. En plus il voit le crapaud de Kashin Koji et dit fièrement que ce crapaud va leur mener vers Boruto. Vous êtes intelligent vous comprenez, Kashin Koji est dans la merde. Si c'est pas lui ce sera peut-être une autre personne importante à l'avenir. Mais le problème c'est que ce flashback ne concerne que Kashin Koji. C'est la deuxième fois que j'ai autant peur d'une théorie que je n'espère pas se réaliser. J'aimerais trop voir Kashin Koji encore, ce que je sais c'est que Jura fera tôt ou tard son apparition à Konoha et que Kawaki doit faire face à Ryu, car il se ressemble au Boruto qui va venir le tuer pour délivrer le corps de Shinki comme Naruto l'a fait pour Gaara au début de Shippuden. Peut-être Mitsuki vs Ryu qui vont venir terminer leur combat. Konohamaru vs Matsuri va être trop intense, comment il va réagir vs à celui qui a pris un être cher? Où sera Sarada dans ce combat car déjà elle est perdue? Va-t-elle devenir une victime ou l'élément qui va aider Sons emprisonnés à retrouver leur état? Rappelez-vous que Sasuke a dit que elle et Boruto vont être deux êtres essentiels pour sauver le monde.
Pendant qu'on attend le prochain chapitre, je vous dis joyeux Noël et bonne année car ça pourrait être ma dernière vidéo pour cette année. Le seul cadeau que vous pouvez me faire c'est de partager au maximum cette vidéo et de bombarder ce pouce bleu. Abonnez-vous si au cas où vous n'avez pas encore rejoint la meilleure communauté de l'univers Naruto. Viva Naruto!